La gueule de l'emploi, présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Caroline et je suis ravie de vous retrouver dans La gueule de l'emploi sur Radio JM, une émission hebdomadaire pour parler d'emploi et faire rayonner les entreprises et les institutions de notre magnifique territoire. Aujourd'hui, je suis particulièrement fière de recevoir une personnalité engagée et une voix forte de notre territoire, Éric Berton, président d'Aix-Marseille Université, la plus grande université francophone au monde, avec plus de 80 000 étudiants, dont 12 000 internationaux, répartis sur 5 grands campus et 58 sites. Reconnu pour l'excellence de sa recherche, son engagement social et son ancrage territorial. Ensemble, nous allons parler de science, de jeunesse, de liberté, de responsabilité et de cette magnifique initiative de Safe Place for Science portée par l'AMU. Une réponse forte et courageuse à un obscurantisme qui monte même dans les plus grandes démocraties. Éric Berton, bonjour et bienvenue dans La gueule de l'emploi. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans La gueule de l'emploi, on aime bien démarrer par comprendre finalement d'où viennent nos invités. Éric Berton, quel a été votre premier job et quels en sont les apprentissages qui continuent de vous servir aujourd'hui ? Alors, mon premier job a été un job d'été quand j'étais étudiant et je travaillais l'été dans une banque à Villefranche. Et voilà, je faisais j'étais un tout premier job et ce qui m'a appris d'abord à travailler en équipe. Je me souviens d'une chef qui m'avait dit « J'espère ne pas vous faire pleurer » et je lui avais dit à l'époque « Vous ne risquez pas de me faire pleurer » et elle ne m'a pas fait pleurer. Voilà. Bravo. Éric, vous êtes le président de l'AMU depuis 2020, une université dont vous avez pu suivre l'évolution depuis 35 ans puisque vous avez vous-même étudié et effectué votre doctorat de philosophie en ces murs. Qu'est-ce que l'AMU pour vous et en quoi est-elle un acteur économique, social, culturel, politique même extrêmement important dans notre territoire et au-delà ? Alors 35 ans c'est vrai, ça fait long. C'était un doctorat des fluides et de mathématiques. Bah alors moi je raconte n'importe quoi. Et parce que philosophie, c'est philosophie degree aux États-Unis, c'est le titre de docteur. Et donc l'AMU, c'est pour moi une institution fondamentale sur le territoire qui rassemble toutes les jeunesses. C'est un vecteur d'attractivité, d'emploi, de création, d'inventivité, d'innovation, d'éducation. C'est vraiment un acteur auquel il faut faire attention, et je le dis à l'adresse de nos politiques. Éric Berton, en mars 2025, vous avez lancé une initiative très forte au sein de l'AMU, Safe Place for Science. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette démarche et ce qui vous a poussé à la lancer ? Safe Place for Science, c'est d'abord une réponse à ce qui se passe aux États-Unis, à l'obscurantisme de l'administration Trump. Ça a été un moment d'indignation de ma part par rapport à tout ce qui se faisait aux États-Unis et à la manière dont les chercheurs étaient empêchés dans leur recherche, dans leur science, dans leur liberté académique. Et j'ai choisi le 6 mars au matin de lancer un programme, de financer un programme d'accueil, d'asile scientifique pour ces chercheurs américains qui seraient empêchés. Et je voulais faire briller une petite lumière du sud de la France pour qu'on voit des États-Unis que dans le sud de la France, il y avait une université qui pouvait offrir des solutions à quelques chercheurs américains. Et alors comment vous vous êtes dit en ce 6 mars, allez j'y vais ? Ça a été assez naturel, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça dériver. Les chercheurs américains s'auto-censurés, ils étaient apeurés, les mesures prises étaient très violentes. Je me suis dit il faut réagir, on peut pas laisser faire les choses. Et il faut qu'on lance, il faut qu'AMU, parce que c'est une université socialement engagée, il faut qu'AMU lance finalement ce premier mouvement de révolte, et ça a marché, puisque maintenant ce mouvement de révolte a été repris au niveau national et européen. Et donc je suis très fier qu'Aix-Marseille Université soit à l'origine de ce mouvement. Alors Éric Berton, ça a été très important pour vous d'expliquer que nous n'étions pas sur une simple opération de communication, mais une réponse politique avant même d'être budgétairement possible finalement. Quelles sont les menaces réelles que vous observez aujourd'hui dans le monde scientifique, notamment à l'international, et y a-t-il selon vous une urgence à agir ? Oui, il y a une urgence à agir. Le scientifique, au même titre que l'opposant politique, peut empêcher, peut embêter un gouvernement en place. Quand il parle de changement climatique, alors que le gouvernement en place est climato-sceptique. Voilà, c'est donc un moment important. Il faut pouvoir donner, et c'est pour ça qu'on a essayé de transformer, au-delà de l'asile scientifique, on essaie maintenant de faire passer dans la loi française le statut de réfugié scientifique.
Parce que finalement, le scientifique peut gêner le pouvoir en place au même titre que l'opposant politique. Et donc c'est important de le protéger. La science, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait. Et on ne peut pas remettre en cause la science pour des contingences politiques purement immédiates, alors que la science, c'est au long terme, c'est au long cours. Alors cette démarche d'accueil de réfugiés, ce n'est pas la première fois que l'AMU avance dans ce sens-là et prend ce type de position dans l'accueil de chercheurs. Cela a été le cas avec des chercheurs ukrainiens, libanais, russes, afghans, yéménites ou encore palestiniens. Dans votre expérience, quand vous accueillez comme ça des personnes, qu'est-ce qui fait que la grève prend ? D'abord, c'est la tradition de l'accueil d'Aix-Marseille Université. Les démarches que nous faisons, que ce soit sur l'asile pour des scientifiques dans des pays en guerre ou pour les scientifiques des États-Unis, la démarche que nous faisons, elle est désintéressée. C'est un asile scientifique, c'est pas une question d'opportunité. Donc naturellement, nous les accueillons et ils sont en confiance. Et ça, c'est la première chose et vraiment, c'est la chose principale. Je peux vous assurer que sur les chercheurs américains, nous avons plus de 300 candidatures en 3 semaines. Nous en recevons encore. Et chaque fois, nous nous attachons à répondre à ces personnes, à les contacter personnellement, alors qu'elles nous contactent sur des messageries sécurisées, sur des mails sécurisés. Et donc, voilà, le but, c'est d'arriver à établir ce lien de confiance entre scientifiques en disant, voilà, ce qui vous arrive pourrait nous arriver un jour. Et donc, c'est naturel que nous vous ouvrions les bras. Alors vous venez de le mentionner, la réaction des chercheurs américains a été extrêmement enthousiaste à votre démarche. En seulement 3 semaines, vous avez reçu 298 candidatures, dont 50% de femmes. Sur toutes ces candidatures, finalement, seulement 20 à 30 chercheurs pourront être accueillis, ce qui va être un choix terrible. Comment est-ce que ce choix va se passer ? Quels vont être les principaux critères pour vous ? Alors c'est un choix que nous sommes déjà en train de faire, puisque nous sommes en phase de sélection. Donc, avec notre programme, nous avons prévu 15 millions d'euros sur les budgets d'AMU, mais avec les financements liés au programme du gouvernement et puis au programme européen, nous pourrons peut-être en accueillir plus. Donc ce que nous souhaitons, c'est en accueillir à peu près une trentaine. Voilà. Sur des périodes de 3 ans, c'est à peu près entre 600, 800 000 ou 1 million d'euros sur 3 ans. Pour des chaires de professeurs, il y a le salaire, mais il y a les étudiants, il y a tout l'écosystème autour de la chaire de professeur. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour nous importe. Effectivement, on a eu beaucoup de succès. 50% de femmes, bien entendu. Mais ce qui est peut-être plus impressionnant, c'est le niveau des professeurs qui souhaitent nous rejoindre. Ce sont des professeurs de haut niveau. Des femmes, des hommes qui font référence, qui sont référents dans leur domaine scientifique. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez surprenant. On s'attendait à un peu plus avoir de jeunes candidatures, mais pas du tout. On a des gens qui n'ont pas besoin d'argent spécialement. Ce n'est pas la question, puisqu'on les paye à des salaires de professeurs français. Donc c'est à peu près 2 à 3 fois moins que ce qu'ils gagnent aux États-Unis. Mais ils viennent là pour pouvoir exercer leur métier en toute liberté dans une université qui est reconnue internationalement, bien entendu. Et est-ce qu'on va avoir des critères de sujet, par exemple ? Alors les critères, finalement, nous sommes ouverts à tous les sujets. Les critères de sélection, c'est finalement le niveau scientifique, la manière dont ils peuvent s'intégrer à Aix-Marseille Université, quels laboratoires seront possibles d'intégrer, et aussi leur situation personnelle, la manière dont ils sont empêchés. Voilà, est-ce que leurs bases de données sont effacées? Est-ce qu'ils sont licenciés? Est-ce que leurs laboratoires sont fermés? Est-ce que leurs subventions sont arrêtées? Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et actuellement, nous avons sélectionné 39 collègues et la plupart vont venir au mois de juin à Aix-Marseille Université, voir leur labo, choisir leur labo. Certains resteront, certains reviendront en septembre. On va vraiment essayer de les accueillir dans les meilleures conditions. Alors, vous le disiez tout à l'heure, grâce à votre initiative, d'autres établissements se joignent dans la démarche, comme par exemple Centrale Supélec, qui a parlé d'un fonds d'amorçage de 3 millions d'euros pour accueillir ses chercheurs. Pour autant, les réactions dans la communauté scientifique française ne vont pas toutes dans le même sens. Certains estiment que l'initiative pourrait être perçue comme une ingérence dans les affaires américaines ou encore une politisation de la recherche. Et certains ont des difficultés à comprendre les budgets qui ont été libérés pour soutenir cette initiative, alors que depuis 2024, nous avons connu la suppression du statut de jeune docteur. Il y a eu plusieurs centaines de millions d'euros coupés, imposés à l'enseignement supérieur et à la recherche, affectant notamment des institutions comme le CNRS, l'INRAE, l'ENSERM ou l'INRIA.
Que pourrait-on répondre à ces acteurs et à ces réactions, et quels sont les bénéfices attendus de votre côté pour l'université, la ville ou encore la société dans l'accueil de ces chercheurs? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Premier niveau, on va dire, nous utilisons des financements qui nous sont donnés en plus pour l'attractivité. Ce sont des financements que nous avons et qui sont consacrés à l'attractivité d'Aix-Marseille Université à travers son initiative d'excellence. Donc ce ne sont pas des crédits que nous prenons aux chercheurs en place, ce sont des crédits qui nous sont donnés en plus pour l'accueil et l'attractivité, l'accueil de chercheurs étrangers et l'attractivité de notre territoire. Et donc nous avons choisi de consacrer ces crédits aux laboratoires américains. Ça, c'est le premier niveau, on va dire, technique. Le deuxième niveau, il est politique. Il faut se montrer à la hauteur de l'événement. Je crois qu'il ne faut pas à la fois se regarder le nombril, mais il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. La recherche, c'est un phénomène mondial, c'est une collaboration mondiale. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement a des influences déjà chez nous. Quand, par exemple, vous jetez des bases de données complètes, de données climatiques complètes, vous mettez en péril les prédictions de phénomènes climatiques dangereux dans les prochaines années. La science, c'est quelque chose qui se fait mondialement. Nous accueillons des chercheurs qui sont déjà en collaboration avec nous. Nous accueillons d'autres chercheurs que nous ne connaissons pas encore. Mais tout ça, c'est vraiment globalement la science. Voilà. Donc il faut se mettre à la hauteur de l'événement, à la hauteur de l'obscurantisme de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Voilà. Ça s'est passé dans les années noires. Il y avait des chercheurs qui partaient de l'Europe vers les États-Unis. Je crois que nous sommes en train de vivre la même chose en sens inverse. Il faut vraiment se mettre à la hauteur de l'événement et c'est du devoir de nos politiques et de l'ensemble de notre communauté scientifique de se mettre à la hauteur de cet événement. Ce n'est pas rien ce qui se passe. Et alors, vous me le partagiez en préparation de cette interview, les premiers mouvements en fait de chercheurs de la France ou de l'Europe vers les États-Unis datent de la Première Guerre mondiale. C'est complètement historique ce qu'il se passe. Qu'est-ce que cela pourrait permettre pour la France à un niveau mondial justement par rapport à la place que pourrait prendre le pays au niveau de la recherche? D'abord, le niveau scientifique français est déjà très bon. Ensuite, la démarche que nous faisons n'est pas une démarche d'opportunité. C'est un asile scientifique. Donc, dans l'asile scientifique, c'est d'abord l'asile qui compte. Nous aurions préféré ne pas avoir à faire cette démarche. Voilà. Mais bien effectivement, ce que ça va amener des collègues qui ont une culture différente, un niveau scientifique différent, pas meilleur, pas moins bon, mais avec des approches différentes, des approches complémentaires. Et puis surtout, ça va donner à notre jeunesse la possibilité d'avoir accès à des personnes qui ont vécu ce traumatisme. Et donc, ils pourront être interrogés, ils pourront faire part de leurs témoignages. Et ça, pour notre futur, ça peut être salvateur. Éric Berton, président de l'AMU, Université d'Aix-Marseille. Comme nous le disions tout à l'heure, vous avez évolué toute votre carrière au sein du monde doctoral. D'après vous, quel est le rôle de la recherche dans un pays et sa place dans notre pays a-t-elle changé depuis vos débuts dans le milieu académique? Alors, la recherche dans un pays, c'est d'abord de faire avancer la connaissance. Faire avancer la connaissance, ça permet de former la jeunesse. Former la jeunesse, ça permet à ce qu'elle s'ouvre vers l'autre. Et ça permet de réduire la haine et les différences. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe aux États-Unis, dans lequel la politique actuelle a tendance à renfermer la jeunesse américaine sur elle-même, et donc attiser la méfiance de l'autre. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui dans la situation que nous connaissons avec les conflits mondiaux, c'est parce que depuis longtemps, les États n'investissent pas assez dans la jeunesse. Et moi, ma certitude, c'est qu'un État qui n'investit pas assez dans sa jeunesse, c'est un État qui va dans le mur. Et c'est pour ça que je me bats depuis le début, depuis toujours, pour que toute la jeunesse, toutes les jeunesses puissent accéder à la connaissance et pour qu'on donne à notre population, à notre jeunesse, la possibilité de faire des études. Et c'est pour ça que je n'admets pas que des questions financières puissent empêcher notre jeunesse de se cultiver. Voilà, donc quand je dis ça, vous avez compris toute la motivation de mon parcours. En termes justement d'évolution, est-ce que vous avez perçu une évolution dans la place de la recherche en France? Je pense que la recherche en France, elle est de plus en plus reconnue et que la recherche publique en France, elle est de plus en plus reconnue. Voilà. Je pense qu'il y a encore à progresser. Le statut de docteur est encore à améliorer, bien évidemment. Mais je pense qu'on sait maintenant tout le niveau d'un diplôme de doctorat. Et donc je pense que pour les employeurs, c'est aussi important. Et alors, de votre fenêtre, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ou continuer de faire pour donner à la recherche la place qu'elle mérite dans le débat public et politique?
D'abord, permettre l'émergence, permettre de penser autrement, permettre de créer, permettre l'imagination, ouvrir vraiment l'émergence, donner de l'argent à des recherches très exploratoires. Voilà, c'est quelque chose qu'il est important de faire. L'innovation, ça vient d'abord de la recherche fondamentale. Hein. La phrase classique, on répète, hein, c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Voilà, c'est un peu ça, voilà ce que ça veut dire. Voilà, c'est une phrase un peu bateau, mais qui explique bien les choses. Éric Berton, vous avez la chance de côtoyer une population qui apparaît pour l'ensemble de ses aînés comme relativement dure à comprendre et à satisfaire. Quelle est votre vision de la jeunesse de 2025 que vous côtoyez aujourd'hui sur les campus d'AMU ? D'abord, cette jeunesse, y a deux choses. D'abord, il y a des mouvements politiques extrêmes qui essaient de la manipuler. Ils y arrivent plus ou moins, mais pour la grande majorité de la jeunesse, ils n'y arrivent pas. La jeunesse, c'est actuel, elle est vraiment source de dynamisme, d'imagination. Mais elle a aussi appris à ne rien attendre de ses aînés. Et ça, je crois que c'est notre grande défaite. Donc la jeunesse actuellement, en France, c'est d'abord une jeunesse qui vit au jour le jour, qui a peu d'espoir dans le futur, qui a vu la manière dont on lui a laissé la planète. Donc il sait que des solutions passera par elle, voilà, et qui ne compte plus sur nous. Et je pense que ça, je le répète, c'est notre grande défaite. Et donc, selon vous, cette jeunesse, elle n'est pas désengagée, elle n'est pas feignante, mais elle est en quelque sorte désenchantée. Que peut-on faire, nous, génération finalement d'avant, pour mieux l'accompagner ? Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de la nécessité à ouvrir les portes de cette jeunesse, leur donner les moyens financiers. Moi, je travaille pour que cette jeunesse puisse être acteur du monde économique, qu'elle puisse avoir accès à des ressources financières. Voilà. Qu'il vaut mieux partager vraiment ces ressources financières. Et vraiment, il faut investir financièrement sur cette jeunesse, en faire des acteurs, faire en sorte qu'elle puisse bouger, qu'elle fasse vivre nos villes, qu'elle fasse vivre nos communautés. Cette jeunesse, elle est effectivement désenchantée, mais elle est pleine d'espoir, de force, de dynamisme et d'idées. Elle est toujours surprenante, je suis toujours surpris. Et c'est une grande chance dans mon métier que de travailler avec cette jeunesse. Est-ce que, justement, au détour de vos balades sur l'un des campus, est-ce qu'il y a récemment une discussion qui vous a, comme ça, qui vous est restée en mémoire et qui vous a particulièrement touché ? Non, il y en a, en fait, il y en a plein, mais il y a surtout cette jeunesse qui reconnaît tout le travail qu'on fait, qui, vu la politique sociale d'Aix-Marseille Université, dit simplement un merci, c'est tout. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et est-ce qu'il y a, selon vous, une qualité qu'il faut continuer de cultiver chez ces jeunes pour qu'ils deviennent des professionnels et citoyens de demain ? Je pense qu'il faut avoir le respect de l'impertinence. C'est-à-dire que... J'aime beaucoup cette phrase. Voilà, je pense que c'est à la fois cet antinomie qui doit résumer la jeunesse. Éric Berton, vous êtes dans votre deuxième mandat à la tête de l'Université d'Aix-Marseille. Si vous deviez retenir une ou deux grandes fiertés de ces 5 dernières années, quelles seraient-elles ? Et qu'est-ce qui serait très important pour vous de mettre en place avant la fin 2028 ? Je pense qu'il est important de réussir ce programme Safe Place for Science. Ce qui est très important pour moi, c'est le fait que les collègues dans tous les métiers d'Aix-Marseille Université, du secrétaire, de la secrétaire, à la professeure, aux chercheurs, etc., soient motivés parce qu'ils travaillent pour un objectif commun, c'est l'amélioration de la connaissance et la formation de la jeunesse. Ça, je pense qu'on a réussi à donner cette influence-là à Aix-Marseille Université. Voilà, donc faire en sorte que l'université soit un peu mieux quand je la laisserai que quand je l'ai prise. Vous parliez de politique sociale. Qu'est-ce que vous avez mis en place que d'autres n'ont pas fait ? Beaucoup de choses. Des primes, je le dis clairement. C'est peut-être très terre à terre, mais je sais que pour des collègues BIATS, ingénieurs, techniciens, des femmes seules, avec 2-3 enfants, avoir des primes à Noël, c'est important. Donc j'ai fait en sorte, sur les budgets d'Aix-Marseille Université, vous voyez qu'on ne donne pas l'argent qu'aux Américains, hein, j'ai fait en sorte qu'on donne sur l'argent de l'université des primes de Noël. Ça pour moi c'était très important. La promotion des collègues maîtres de conf en prof, faire favoriser les carrières, la promotion des carrières, c'était pour moi fondamental aussi. Et finalement aussi tout ce qu'on a fait pour les étudiants.
les distributions alimentaires, les distributions de données informatiques, de prêts d'ordinateurs, c'est vrai, la mise en place des épiceries solidaires, la création de centres de santé, c'est pas notre... Alors qu'est-ce que c'est ça, un centre de santé sur les campus? C'est simplement un centre où l'on soigne. C'est pas du tout le métier de l'université, mais c'est pas de la médecine préventive, c'est de la médecine curative, et j'ai choisi de créer 2 centres de santé pour que nos étudiants puissent avoir accès à la santé. Et le prochain grand projet que j'ai, c'est de construire des logements sur les campus d'Aix-Marseille Université pour que nos personnels, dans le besoin, puissent avoir accès à des loyers modérés, puissent avoir accès à des logements sur nos campus, que ça soit à Aix ou à Marseille. Ça, j'espère arriver à terminer ça avant la fin de mon mandat. Notre dernière question rituelle dans la gueule de l'emploi, Éric Berton, président de l'AMU. Quel est votre mantra, cette bonne pratique qui vous a suivi tout au long de votre carrière et que l'ensemble de vos collaborateurs ont forcément entendu en travaillant à vos côtés? Qu'on n'a pas le droit d'être fatigué. Un immense merci Éric Berton pour votre temps, votre parole engagée et ce moment passionnant. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiojm.fr, rubrique La gueule de l'emploi.